Le titre de l'épisode, je pense que ça va être le design intentionnel, avec Thibaut Tournery-Bachel, évidemment. C'est oui. Encore moi. Encore moi. Mais c'est vrai que ce qui va être intéressant, c'est que maintenant, on commence de plus en plus à parler du fait que l'espace public social va être designé, il va être conçu de sorte à ce que typiquement les gens potentiellement ne s'arrêtent pas à un certain endroit parce que les bancs sont orientés d'une certaine façon. Ça va au-delà de simplement mettre une barre au milieu pour pas que les gens s'allongent, ça va aller jusqu'à potentiellement gérer l'inclinaison de l'assise de sorte à ce qu'on ne puisse pas rester assis trop longtemps. Il y a tout un tas de choses comme ça qui vont finalement façonner notre façon de nous mouvoir, de nous poser, de sociabiliser. Et c'est vrai que le design intentionnel fait un peu appel à ça de loin. Mais évidemment, vu qu'on est là pour rentrer dans le détail, on va pouvoir un petit peu explorer tout ça, puisque ça fait suite un petit peu à ce qu'on a abordé dans d'autres émissions sur le serious game, mais c'est un sujet aussi à part entière. Ouais. Et pour le coup, le design intentionnel, si on commence par une petite définition, petite évidemment. Hein. Petite. Alors, c'est assez rigolo parce que c'est un terme qui a pour vocation d'être temporaire et de rappeler une évidence. En fait, design intentionnel, ça peut paraître idiot parce qu'en réalité, dans un design, normalement, on est censé avoir une intention. C'est le propre de tout bon design, c'est de savoir où il va à la base quand même. Sinon, c'est que vous êtes vraiment très mauvais designer. Mais en l'occurrence, le design intentionnel dans le jeu vidéo, dans les serious games, c'est un terme qui est là quelque part pour rappeler cette évidence parce qu'on l'a perdu justement dans cette grande séparation qu'on a voulu faire entre le sérieux et le jeu. Parce que on a voulu rappeler que le jeu, quand il est purement loisir, finalement son intention importe peu parce qu'il est futile. C'est quelque chose qui est à la marge, c'est just for fun. Le fameux c'est juste pour s'amuser. A l'inverse, le jeu sérieux, le brandit son intention, qui est forcément sérieuse, comme une justification. Comme vraiment un étendard prouvant qu'il est quelque chose qui a une finalité. Alors que maintenant, dans la réalité, on se rend bien compte que non, quand on fait un jeu, on peut avoir une intention dès le début, même si c'est que pour du loisir. Parce qu'en réalité, le jeu est toujours porteur d'une intention. Tout à fait, oui. Et il l'a toujours été dans l'histoire de l'humanité, c'est ce qu'on avait vu dans les épisodes précédents, dans les différentes parties qu'on a évoquées à travers l'histoire et dans cette apparente opposition que le jeu sérieux veut avoir. Finalement, on a voulu opposer deux choses qui ne le sont pas. Et donc maintenant, on est obligé de construire un terme pour rappeler une évidence, à savoir que quand on fait un jeu, en fait, c'est bien de savoir avec quelle intention. C'est vrai que la frontière s'est brouillée même vis-à-vis du grand public, parce que même si jeu sérieux ou serious game, c'est pas une expression qu'on utilise fréquemment, y compris par les communautés joueuses, mais par contre, c'est vrai qu'aujourd'hui, si on va commencer à parler de jeux sérieux à des personnes joueuses, on va de suite penser à des jeux comme Papers, Please, où on va avoir un jeu indépendant où on joue un garde entre guillemets de poste frontière qui doit décider qui passe ou pas la frontière alors qu'on a des gens en difficulté, alors qu'il y a tout un propos politique sur un pays fictif, mais toujours est-il que la capacité du jeu à aborder en fait des thématiques qui sont extrêmement sérieuses, extrêmement contemporaines aussi, vis-à-vis des réfugiés, vis-à-vis de la montée du fascisme, des thématiques qui sont en plus de manière détournée, c'est-à-dire que plus ça va, plus le garde aux frontières qu'on est censé jouer doit faire des choses qui sont complètement idiotes, comme assurer lui-même la sécurité de la frontière elle-même, etc., etc. Mais toujours est-il que on a des jeux qui, au final, ont rejoint la thématique sérieuse parce qu'il y avait un propos sérieux dès le départ qui était véhiculé. Est-ce que pour toi, en fait, cette notion de design intentionnel est provoquée par ces jeux-là, ou c'est plus que ces jeux existent dans cette logique du « non mais en fait on fait des jeux porteurs de sens avant tout ». En fait, faire des jeux porteurs de sens, on en a toujours fait. Et donc,
naturellement, il a toujours existé des jeux qui ont à cœur d'avoir une intention très assumée. Mais effectivement, l'émergence du terme design intentionnel, c'est quelque chose d'assez récent, parce que ça vient prendre le contre-pied justement de là où le serious game a échoué. Paper Please, effectivement, est un exemple très criant là-dessus. Paper Please n'est pas officiellement un serious game. Il ne s'est jamais revendiqué comme un serious game. Quand les gens parlent de lui, on ne parle pas de jeu sérieux, on parle d'un jeu, on parle d'un jeu avec un thème fort, on parle d'un jeu avec un design intentionnel, on parle... voilà. Mais on ne va pas utiliser l'expression serious game, parce que serious game c'est connoté, tout comme le terme jeu tout seul était connoté, et donc pour arriver à justifier ce qui pourtant est une évidence, que c'est juste un jeu qui aborde des thématiques très sérieuses, du coup comment on l'appelle ? On va dire que c'est un jeu qui a un design intentionnel. Voilà. C'est comme ça qu'on en arrive finalement à devoir réinventer la roue pour parler de lui, alors que finalement, ce que fait Paper Please, c'est très très intéressant, parce que c'est un jeu qui va parler d'histoire sans jamais être un jeu historique, puisque bon, clairement, les références sont très évidentes à la montée du fascisme avant la Seconde Guerre mondiale. On va avoir des références à toutes les formes de contrôle et de coercition des populations. On va avoir des dilemmes moraux. Le tout servi dans une fiction qui déguise à peine son contexte historique, mais qui en même temps permet aussi de faire des références uchroniques ou anachroniques pour parler aussi de problèmes contemporains. Donc il aborde les thématiques sérieuses avec juste ce qu'il faut de fiction pour qu'on arrive à s'en détacher, mais sans jamais non plus les invisibiliser. Donc on sait qu'on va aborder des thématiques qui sont dures, qui sont réelles, mais on va le faire dans un contexte qui est safe, qui est ludique. Le jeu est quand même très amusant à jouer, va nous tordre les neurones sur certains dilemmes vraiment profonds, sans jamais que ça vienne nous impacter dans la vie réelle, Dieu merci, mais en nous interrogeant par contre très profondément sur des questions qui, elles, ne le souhaitons pas, mais pourraient un jour nous tomber sur le rable. Oui, parce qu'il s'agit de ne pas perdre son travail parce qu'on vit dans la précarité et on a une famille à nourrir, des médicaments à trouver pour l'enfant qui va tomber malade, etc. Voilà. Et de l'autre côté, on va avoir des gens qui sont en situation de détresse, qui arrivent au poste aux frontières, qui potentiellement n'ont pas les papiers qu'il faut, mais qui vont vous demander de quand même laisser passer, avec le risque que pour vous, ça veuille dire la perte de votre emploi, et du coup, la fin du jeu. C'est un jeu qui est profondément humain, et c'est toute sa force, c'est comment évoluer dans un système autoritaire qui est plein de biais, plein de travers, face à des gens qui vont essayer de vous manipuler pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Quelle part on laisse à son éthique et à sa morale vis-à-vis de sa survie. Voilà, c'est un jeu qui pose énormément de questions très intéressantes, qui les assume pleinement. C'est le cœur même du design de ce jeu. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que malgré tout, du point de vue du public, il se présente toujours et encore comme un jeu. Paper Please, ça reste malgré tout un truc que vous lancez parce que vous avez envie d'y jouer et non pas parce qu'on vous dit qu'il faut y jouer. Voilà. C'est dès lors qu'on se l'inflige comme une injonction. Certes, la partie sérieuse va vous sauter au museau de façon assez évidente, mais lui se présente avant tout comme, malgré tout, un divertissement vidéoludique qui est bien pensé, qui est bien rythmé, qui va, avec un joli crescendo, vous amener dans des situations toujours plus complexes. Il le fait de façon simple, élégante, très intuitive. Et c'est pour ça que c'est un excellent cas d'école, justement, du comment être un serious game sans jamais dire qu'on en est un. Est-ce que ça va pas aller dans la case de l'accident heureux, quand par exemple, dans le jeu vidéo indépendant aussi, avec des thématiques fortes aussi, on a Figment 1 et 2, un jeu qui est très coloré, couleur pastel, où on joue Courage, accompagné, il me semble, de Espoir. Il y a un côté très jeu enfantin, sauf que la thématique du premier, c'est quand même la dépression. C'est-à-dire que ce qu'on va affronter, ce sont réellement des éléments de dépression, notamment suite à un accident que la personne a eu, un accident de voiture. Et de l'autre côté, le 2, on est sur une dispute de couple,
où en fait on se rend compte que l'homme du 1 en fait est maintenant marié, etc. Et il a perdu son compas moral, c'est-à-dire qu'il se dispute avec sa femme en oubliant certaines choses, notamment que sa femme l'avait prévenu que la situation pouvait arriver, etc. Et le but du jeu, c'est de retrouver son compas moral en accompagnant les opinions et les certitudes à justement pas forcément se remettre en question, mais aussi de pouvoir collaborer. C'est intéressant, mais c'est vrai que est-ce qu'on ne perd pas le sens complet de ce que je viens de décrire si jamais je passe derrière l'écran avec quelqu'un qui joue et en fait tout ce que je vois c'est un personnage qui affronte avec une épée des ombres et des méchants. Alors du point de vue du spectateur, effectivement, si on n'est pas la personne qui joue, si on n'est pas l'acteur, on peut effectivement perdre une grande partie du sens, parce que le propre d'un jeu, c'est d'être une activité, c'est d'être quelque chose dans lequel on est actif. Donc il y a effectivement une distance qui va se faire, mais de là à parler de heureux accidents, pas du tout. Le propre du design intentionnel, c'est justement qu'il n'y a rien d'accidentel. C'est parfaitement intentionnel, c'est parfaitement volontaire de la part des développeurs d'aller sur ces chemins-là, d'avoir ces thématiques-là. C'est comme si je disais pour le grand public, les films vice-versa de Pixar, ils traitent de thématiques très sérieuses par pur accident. Non, pas du tout. C'est littéralement le scénario du film, la mise en scène, la musique, tout est porté derrière cette intention de parler justement de la gestion des émotions d'une enfant puis d'une adolescente, etc. Donc vraiment, la thématique est assumée, l'intention elle est là, elle est présente, et le fait que ce soit juste un jeu vu de l'extérieur, ça n'enlève rien. D'ailleurs, on le voit avec l'émergence beaucoup du streaming, de l'e-sport, de toutes ces choses-là. Regarder des gens jouer nous fait rarement perdre de vue le sens que le jeu a. On sera moins impacté que la personne qui joue, et c'est des fois d'ailleurs pour ça qu'on est spectateur, par exemple sur des jeux d'horreur, on va dire. Des fois on est bien content de pouvoir regarder une personne flipper à notre place par procuration, parce qu'on est moins investi que la personne qui tient la manette, qui a un cran d'immersion supplémentaire. Mais pour autant, on se laisse transporter avec cette personne dans l'intention du jeu, en fait. On l'accompagne à l'intérieur, on va suivre un cheminement commun, et c'est ça qui est très porteur, effectivement, avec des jeux à design intentionnel, c'est que, finalement, on a compris que le jeu, c'est un mode de communication. C'est un mode de communication qui est excessivement puissant. Peu importe les sujets qu'on peut aborder avec, on va pouvoir le faire avec une couche qui n'existe pas forcément dans d'autres modes de communication, l'interactivité. On ne va pas se contenter de vous expliquer quelque chose, on va vous le faire vivre. On expérimente une simulation, on simule quelque chose. Et c'est ça qui est vraiment important dans un jeu, c'est que vraiment, on va se permettre, toujours en sécurité, physique et émotionnelle, de tester quelque chose pour s'ouvrir à des réflexions, pour ne pas avoir à se les infliger dans la vraie vie directement. Et c'est pour ça que on va avoir certes des discours qui vont dire des jeux de guerre, du coup ça rend les gens violents. C'est plutôt l'inverse en fait. Les jeux de guerre ont tendance à être une catharsis qui permet également de se projeter dans ce que peut être la guerre. Au sens de fiction, ça peut être un divertissement. Au sens de la réalité, ça peut être au contraire une véritable horreur. Et les jeux qui assument ce double propos sont les meilleurs jeux de guerre, entre guillemets, parce qu'ils ne vont jamais glorifier les actions qu'on vous fait faire, ils vous font une prise de conscience, tout en gardant un côté cathartique et divertissant, très assumé. La série des Call of Duty, même moderne, alors je pense surtout à la base à l'âge d'or, c'est les Modern Warfare, mais c'est vrai que la série Call of Duty est très action avec des courses en motoneige parce que c'est des forces spéciales, enfin bref, il y a un côté quasiment James Bond sur le truc. Sauf que, en fait, votre personnage ne va pas survivre. Et d'un coup, en fait, on va vous rappeler le concept de guerre. C'est-à-dire qu'on va sortir du jeu d'action, du côté cinéma popcorn, notamment dans Call of Duty 4, où on a cette espèce de mission où on va survivre à un assaut répété, etc., parce qu'il y a une bombe nucléaire qui va exploser quand l'hélico finit par venir nous chercher, et qu'en fait, on ne survit pas. Parce que c'est une bombe nucléaire, c'est-à-dire c'est incompatible. Ouais. Et ce rappel à la réalité-là, il choque, il marque plus que si jamais on était vraiment dans un propos réaliste dès le départ. Il est totalement, encore une fois, c'est assumé justement d'avoir ces électrochocs aussi.
Même, c'était Battlefield 1 qui avait fait ça dans sa campagne solo, au tout début, où on est donc dans un contexte de Première Guerre mondiale, et on a vraiment cette phase d'action qui agit comme un tutoriel, hein. On est là pour apprendre à jouer, donc à faire des erreurs, et plutôt que de nous donner une certaine immunité, une certaine invulnérabilité, au contraire, le jeu nous sacrifie le personnage du joueur. Si vous êtes touché, si vous prenez une balle, vous mourrez, et vous passez dans un autre soldat. Et vous continuez à avancer, peu importe le nombre de personnages que vous perdez, par les erreurs que vous faites, ou simplement par l'injustice de la situation, parce que le jeu vous en met plein la tronche à ce moment-là. Vous continuez d'avancer, donc le joueur n'est jamais freiné dans sa progression, mais par contre, littéralement, à chaque fois, vous passez dans un autre soldat qui passe sur le corps des soldats tombés avant lui, dont certains que vous avez incarnés. Il y a une prise de conscience qui est totalement volontaire, hein, c'est un design, encore une fois, qui a été totalement intentionnel. Certes, ça reste un jeu vidéo, certes, ça reste un jeu très divertissant, voilà, etc. Mais, encore une fois, on peut venir faire des petits électrochocs, on peut venir rappeler que c'est bien d'être dans une fiction. Oui. Moi, j'aime souvent le rappeler également, hein, je suis très friand de jeux d'aventure, d'action, voilà. J'aime beaucoup les RPG où je vais partir à l'aventure avec mon épée, combattre des dragons, tout ça, etc. À côté de ça, dans la vie, je suis un pacifiste convaincu. Voilà, c'est la violence dans un jeu vidéo, c'est très cathartique après une journée un peu longue au boulot, de partir explorer des territoires et taper sur des gobelins. Encore une fois, à l'inverse, dans la vie de tous les jours, c'est quelque chose que je vais fuir à tout prix et pour lequel je m'oppose fermement. Oui, en tant que personne joueuse, on peut avoir énormément de plaisir, notamment à résoudre un conflit par la méthode non violente. Il y a beaucoup de jeux qui permettent ça, que ce soit des jeux de civilisation, où de temps en temps c'est la négociation qui permet d'empêcher les conflits. Et de l'autre côté, on va jouer à Doom, on est le croque-mitaine des démons, et juste on est là ça, pour... Il n'y a qu'une seule solution, c'est la baston. Voilà, la bagarre. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant, et en même temps, de l'autre côté, quand on parle de design intentionnel, à l'heure actuelle, on a des écoles de jeux vidéo, en plus, là, dans le sud, on en a de très nombreuses. Toutes, au niveau du game design, se mettent à parler ou reparler du design intentionnel. On en a certaines qui n'ont jamais arrêté. En termes de cursus, l'université Paul Valéry, par exemple, est plus orientée recherche, donc les cursus jeux vidéo là-bas vont être orientés sur tout ce qui est sémantique, sémiotique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on essaie de dire au travers du jeu. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, les écoles vont se remettre à parler de design intentionnel? Quelle différence ça va faire, selon toi, qui a déjà fait de la formation et qui en fait encore? Est-ce que ça fait vraiment une grosse différence quand on enseigne le game design avec ou sans design intentionnel? Ça fait une énorme différence. Qu'on soit du côté des industries plus sérieuses, le serious game, les industries culturelles et créatives avisées, patrimoniales, etc., ou qu'on soit du côté entertainment, et donc industrie ludique, vraiment du divertissement de masse, dans les deux cas, cette séparation et cette invisibilisation de l'intention, à un moment donné, vraiment un côté très creux à ce qu'on faisait. On avait des serious games qui étaient tellement sérieux qu'il n'y avait plus de jeu dedans, et donc du coup finalement pourquoi on s'embêtait à essayer de vouloir faire des jeux si on ne veut pas du jeu dedans? Et à l'inverse, on avait des jeux qui n'assumaient plus du tout le côté sérieux qu'ils pouvaient véhiculer, et donc qui désamorçaient systématiquement toute forme d'intention par peur de devoir assumer ses propos. C'est quelque chose qu'on voit un peu aussi au cinéma, d'avoir des films qui clairement cherchent systématiquement à désamorcer par des blagues, des petites punchlines ou des scènes d'action vraiment survoltées dès qu'on frôle le moindre sujet un petit peu sérieux. On l'a un peu sur les Marvel, notamment. Un petit peu, ouais. Sur beaucoup de films Marvel, il y a ce côté, oh, c'est ridicule les super-héros, alors que c'est du super-héros. Ça, en vrai, il y a plein de thématiques très, très intéressantes qui pourraient être abordées. Tout et à fait. Souvent, voilà, on a vraiment de très gros jeux, de très gros films qui, dès qu'ils frôlent justement un petit peu l'aspect sérieux, très vite essayent de s'en éloigner comme si c'était quelque chose qu'il ne fallait pas aborder, par peur de retomber, par peur de discussion, alors que en vrai, généralement, les films et les jeux vidéo les plus plébiscités sont justement ceux qui assument leur intention, qui portent quelque chose, qui portent un message et qui n'essayent pas de donner une réponse. Une intention, c'est pas venir poser une vérité.
Une intention, c'est de venir amener un sujet, de le poser sur la table, de l'exposer de façon parfois un peu crue, ou en tout cas de l'amener jusqu'au spectateur ou au joueur, pour qu'ensuite il puisse s'en emparer, et qu'il puisse avoir sa propre réflexion sur la chose. L'intention, c'est d'amener une réflexion chez l'autre. Un exemple sur un jeu, c'est Frostpunk, où notamment à un moment donné, donc vous survivez à l'ère glaciaire globalement. Vous trouvez une espèce de ville qui a un générateur en son centre capable de chauffer de manière limitée votre ville, et donc vous allez pouvoir étendre votre ville, notamment parce qu'il y a d'autres survivants qui viennent. Ça va mener à toute une thématique de faction, à toute une thématique de classe sociale, mais aussi avec une notion qui est hyper importante, c'est qu'à un moment donné, vous allez être confronté à quelque chose de terrible. Les personnes qui font fonctionner notamment les mines, notamment les machines, ne sont pas suffisamment nombreuses compte tenu de leur temps de travail actuel. La question va être fondamentale. Augmentons-nous le temps de travail de ces personnes-là ou faisons-nous travailler les enfants ? Et ce qui est terrible, c'est que dans les deux cas, il va y avoir des conséquences. La question va être de préserver cette société en devant faire des choix. Et le jeu, justement, a été extrêmement connu pour ça en termes de développement. Oui, comme en fait, j'ai envie de dire, tous les jeux à design intentionnel sont connus pour une chose, c'est que ils vous posent face à des dilemmes moraux et à des situations où il n'y a pas de bonne réponse. On n'est pas dans un exercice de maths où 1 plus 1 égale 2. On est beaucoup plus dans une situation où, voilà, il y a un moment où vous allez être confronté à un problème, mais il n'y a pas de solution parfaite à ce problème. Il y a juste des façons de gérer la situation et dont on va devoir assumer les conséquences. Et c'est là où on retrouve justement ce besoin fondamental du joueur qui est l'agentivité, c'est-à-dire sa capacité à être autonome et à assumer les conséquences de ses actes parce qu'on les voit, ces conséquences. Ce sont des jeux qui amènent les joueurs à expérimenter les conséquences de leurs choix. Alors, certes, ils vont y mettre des règles, ils vont essayer de guider le joueur, etc. Mais ça reste des jeux qui ne guident pas les joueurs vers une finalité, mais plus qui vont, du coup, leur offrir des possibilités et les laisser se débrouiller avec. Ouais. Et vraiment, c'est quelque chose qui est très très puissant comme outil, parce que là, on en revient au fondement historique de ce que les jeux sont dans l'histoire de l'humanité. Ce sont des terrains d'expérimentation. Ils ne font pas que transmettre des savoirs ou des codes, ce genre de choses. Ils le font aussi, bien sûr. On a des représentations qu'il faut interroger, et donc il y a une éthique, une hygiène à garder quand on fait un jeu, parce que on a un poids, même quand on fait un jeu purement pour le fun, juste pour s'amuser, rigoler, etc. On va quand même y mettre des choses qui vont avoir un impact sur la vie de nos joueurs, et il faut avoir cette hygiène-là d'y penser, de garder cette éthique de travail, qu'un jeu, ça n'est jamais gratuit en termes de conséquences, mais que par contre, derrière, ce jeu, ça peut aussi être un territoire pour le joueur de s'exprimer et d'expérimenter des choses, de se confronter tranquillement, derrière son ordinateur, devant sa table, son jeu de plateau, sans conséquences directes, mais de se poser des questions qui, en réalité, dans la vie, un jour, pourraient le débloquer de situations beaucoup plus critiques et très réelles. Parce que souvent, donc, le jeu, on va interagir seul ou à plusieurs avec un système qui est composé de règles, et on va le faire avec des ressources, avec des capacités d'action. Mais c'est vrai que, notamment dans le jeu de société, on ne s'interroge pas nécessairement sur le système lui-même. Typiquement, quand on joue à un jeu de société, autant on joue au Monopoly, auquel cas les billets de banque, ça paraît logique. Et encore qu'il est vecteur d'une idéologie quand même, puisqu'il s'agit d'amasser des propriétés plus que les autres. Mais par contre, on a beaucoup de jeux qui ne sont pas dans cette logique à première vue, et qui pourtant vont avoir le fait d'amasser des points de victoire, le fait que les points de victoire soient peut-être même les pièces du jeu. C'est le cas dans Scythe, qui est un excellent jeu, mais c'est juste que notre monnaie du jeu, celle avec laquelle on va pouvoir payer certaines actions, mais aussi nos points de victoire de l'autre côté, sont des pièces de monnaie directement, venues des différentes factions, puisqu'on est dans une Uchronie post-guerre mondiale où justement les différentes nations essayent de se relever comme elles le peuvent, dans une ambiance guerre froide.
Et c'est vrai que cette logique-là, des fois, on a des jeux de société qui ne se posent pas la question de tiens, on va accumuler des points de victoire. Mais est-ce qu'à un moment donné, on n'est pas sur de l'accumulation de ressources? Est-ce qu'à un moment donné, on véhicule pas une idéologie aussi? C'est effectivement aussi, comme je disais, hein, le design intentionnel, c'est quelque chose qui est amené à disparaître en tant que terme. Il faut rappeler tout simplement que quand on design un jeu, et le jeu, comme quand on design n'importe quoi d'autre, il est porteur d'une intention et il est véhicule de valeurs, d'un contexte, d'une façon qu'on a de penser en fait. On véhicule notre pensée, c'est un moyen d'expression, comme je le disais, le jeu c'est un outil de communication et d'expérimentation. Et donc quand on communique, forcément il faut faire attention aux mots qu'on utilise en fait. Parce que, encore une fois, on va transmettre quelque chose à nos joueurs à travers le jeu lui-même, c'est un véhicule pour des idées. Et c'est vrai qu'on est dans un état où les industries ludiques sont aussi pris dans un contexte social et économique qui est une industrie où il faut sortir des jeux, il faut être économiquement viable. Il y a vraiment aussi une accélération avec les technologies et le besoin de générer des capitaux toujours et encore. On a vraiment aussi du coup une distance qui se fait entre la création du jeu en tant qu'objet et vraiment le design de ce qu'on met dedans, au point qu'on dénature des fois vraiment des méthodes de design pour en faire de simples habillages, hein, c'est ce qu'on appelle la gamification, c'est-à-dire on reprend tout ce qui a l'apparence d'un jeu, mais on a vidé la substance, il n'y a plus d'intention, il n'y a plus de jeu réellement, on va habituer simplement les gens à s'enfermer dans des boucles de répétition, à faire des tâches, avec un discours qui en plus de ça est éthiquement très discutable, et on va appeler ça un jeu, on va parler de jeu. Alors que concrètement, psychologiquement, les gens ne jouent pas vraiment à ces jeux-là. Ils sont plus à faire ce qu'on leur demande pour occuper du temps. Voilà. Et vraiment, oui, c'est une question qui est très importante dans le design intentionnel et même dans le design tout court, hein, de se rappeler, de bien faire attention à ce qu'on met dedans. Donc, que ce soit effectivement, c'est très courant dans les jeux, comme tu disais, d'avoir, dans les jeux vidéo aussi, hein, d'avoir une économie par défaut. Parce qu'on vit dans un monde où le système monétaire, les notions capitalistes, le fait de s'enrichir, d'avoir des points de victoire, ce genre de choses, etc., c'est une logique compétitive très ancrée qui est présente dans notre pensée, alors que des fois elle ne fait pas du tout de sens dans l'intention qu'on a pour le jeu. Et quels sont les marqueurs, si jamais, là on parle de jeux vidéo, on parle de jeux, mais ça pourrait potentiellement être le design d'un magasin par rapport au cheminement qu'on veut avoir des clients d'un produit à un autre et de l'expérience finalement qu'on essaie de faire vivre, peu importe les services. Quels sont les marqueurs selon toi, les premiers marqueurs qui peuvent nous assurer qu'en interne on est bien sur un design intentionnel? Alors je dirais qu'il y a un marqueur qui n'est pas forcément le plus évident à voir de prime abord, mais une fois qu'on le perçoit, c'est un très bon indicateur, la cohérence. La cohérence à toutes les échelles, c'est-à-dire que dans le jeu vidéo, on va par exemple parler de la cohérence ludonarrative. C'est-à-dire que ce que dit le jeu avec des dialogues, des textes, etc., bref, ce qui est écrit et prononcé par le jeu, correspond à ce que le gameplay, c'est-à-dire la mécanique interactive, dit également, que le style visuel, que la musique. Bref, que tous les médiums utilisés par le jeu vont dans la même direction de façon unifiée, assumée. Ça vaut pour un film aussi. Par exemple, Dune de Denis Villeneuve a été très salué parce que c'est un bon film, tout ça, etc. Mais aussi parce qu'il a une cohérence audiovisuelle très très fouillée. C'est-à-dire que c'est un film qui a vraiment fait un travail de cohésion au niveau de ses équipes de tournage sur la photographie, l'acting, le sound design et la musique. Le tout est d'une très grande cohérence audiovisuelle, ce qui fait qu'on a une très bonne immersion dans cette œuvre, ce qui du coup soutient énormément les intentions du film derrière, parce que tout nous semble aller naturellement dans la même direction. Et ça vaut également pour un design d'espace bien pensé, quand les couleurs, les formes, les matériaux et la fonction de l'espace qui est designé lui-même semblent aller vers la même intention, tout semble harmonieux, tout semble cohérent. Une cohérence perçue, c'est une harmonie. Une incohérence perçue, c'est une dissonance, qu'elle soit visuelle ou auditive. Ce moment où on est gêné, où on se demande vraiment
je sais pas, il y a quelque chose qui va pas. Voilà. Bah, ça, c'est souvent que soit il y a un manque d'intention, soit il y a carrément une peur de l'intention. Très souvent. Donc soit c'est par, on va dire, incompétence, manque de temps ou quoi, ou carrément parce qu'on a décidé de ne surtout pas s'engager sur cette voie-là. En tout cas, merci beaucoup Thibaut pour ce tour d'horizon et je pense qu'on aura grand plaisir à décortiquer certains jeux à l'avenir. Ouais, clairement, il y a de quoi faire, il y a beaucoup de choses à dire et encore merci à toi de m'avoir donné la parole. Avec grand plaisir et puis à très bientôt sur Radio Clapas.